Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de nouveautés manga de l'année au Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Amé et je présente toutes les nouveautés manga chaque semaine qui sortent au Québec. C'est énorme, comme vous voyez, j'ai toujours des grosses piles à côté de moi de manga. Puis c'est ça qui sort chaque semaine et ça fait bien plaisir. Alors, sans plus tarder, on commence avec les toutes premières sorties de l'année qu'il faut que je retienne parce que à la fin de l'année, on fait un récap de nos meilleures sorties. Puis vous allez voir, ça sort dans pas longtemps pour l'année 2021. Fait qu'après ça, on se demande, tiens, qu'est-ce que t'es sorti en janvier déjà? Je sais plus. Alors, on commence très fort l'année avec ce magnifique coffret collector de Captain Albator, les mémoires de l'Arcadia. C'est le format BD. Donc, c'est une BD qui se termine en 3 volumes. Un super beau coffret collector. La version individuelle de cette BD était sortie il y a déjà quelques temps. Je vais pas ouvrir le coffret parce que c'est des éditions limitées. Je veux que la personne qui va pouvoir, qui va en profite à son plein potentiel. Fait que je vais vous montrer à quoi ressemblait cette BD. C'est un auteur français en fait, qui est un auteur de BD qui a décidé de faire une espèce de reboot de Albator et qui l'a fait approuvé par Leiji Matsumoto lui-même. Donc c'est officiellement approuvé par l'auteur original de Albator. Très sérieusement, c'est excellent. Quand on voit ça arriver la première fois, on se dit qu'est-ce que ça va être? J'ai pas très envie. Puis en fait, non, c'est vraiment bien fait. Ça reprend très bien l'esprit original d'Albator, avec un côté beaucoup plus moderne, avec ce côté un peu plus européen de la BD couleur, et puis le format également. Mais honnêtement, c'est très bien fait, puis on s'éclate. Comme je disais, c'est terminé en 3 volumes. N'hésitez pas à aller découvrir cette super belle BD. Et donc, c'est le coffret collector qui vient de sortir. Vous avez un ex-libris à l'intérieur qui est offert. Et franchement, le coffret est d'une très belle qualité. Très beau travail de l'éditeur Kana sur ce coffret. Donc Albator, les mémoires de l'Arcadia. Et je continue avec un titre qu'on connaît tous, qu'on voit passer depuis des années, c'est Gantz. Alors cette fois c'est Gantz E. Donc un nouveau spin-off qui sort, scénarisé par Hiroya Oku, l'auteur original de la série, mais dessiné par un autre auteur. Dans Gantz E, on reprend très exactement la trame de Gantz original. 2 personnages qui meurent subitement en essayant d'en sauver un autre, cette fois c'est dans la rivière et non pas dans le métro, et qui se retrouvent coincés dans un appartement avec une grosse boule noire à l'intérieur et rien d'autre, et avec d'autres gens qui ne connaissent pas. Bon, la différence dans la trame, c'est que ici on est au Moyen-Âge japonais, à l'ère Edo. Donc samouraïs et ninjas vont remplacer les combattants un peu futuristes qu'on avait dans le Gantz de base. Et puis leur première mission à notre groupe, ça va être de tuer Musashi Miyamoto. C'est quand même intriguant. Maintenant, bon, on s'entend que il n'a pas inventé le fil à couper le beurre avec ça. Moi j'adore Gantz, hein, c'est une de mes séries sci-fi préférées. Là je trouve que il reprend énormément les éléments de tout ce qu'il a fait avant. Il n'y a pas grand chose de nouveau, en tout cas dans ce premier volume. Peut-être que les volumes suivants vont me surprendre, je l'espère. Mais voilà, pour l'instant c'est pas ça m'a pas éclaté quoi. J'avais l'impression de relire la même histoire encore et encore. Bon ok, il y a le côté médiéval qui vient de se rajouter. L'autre point c'est que moi ce que j'aime dans Gantz aussi c'est les dessins, parce que Hiroya Oku est un virtuose du dessin manga, et là c'est pas lui qui dessine, et franchement c'est pas vraiment, oui, alors ce nouvel auteur va imiter le style original de l'auteur, hein, vous savez, un style presque photographique avec énormément de détails, très réaliste, et en même temps, ça marche pas en fait, parce que oui, il y a beaucoup de détails et oui, c'est très réaliste, mais les personnages ont cette espèce de raideur qui fait qu'on n'y croit pas. Donc je suis quand même assez déçue par ce premier volet. J'espère que la suite va s'améliorer, parce que vraiment ce serait dommage de massacrer une aussi belle série que Gantz. Donc c'est Gantz E. Et je continue avec une autre série très connue, c'est Promise Neverland. On sait que vous l'aimez tous. Alors c'est The Secret Bible, Mystic Code. C'est un guide en fait, donc c'est le tome 0, hein, c'est comme ça que vous le reconnaîtrez. Et c'est donc un guide sur tout l'univers
l'univers de Promised Neverland avec une jolie préface super originale que j'ai beaucoup aimée. Et puis bah, évidemment des explications sur les personnages, l'univers, la genèse de la série ici avec une interview de l'auteur, des planches originales, comment est-ce que le storyboard a été monté, comment est-ce que les personnages ont pris vie. Promised Neverland, c'est quand même une série qui est assez riche justement grâce à ces personnages, c'est vraiment eux qui la font vivre et donc c'est quand même intéressant de retrouver tout ce qui est à l'origine de ces personnages qu'on aime tant. Puis évidemment des choses que vous ne saviez pas sur chacun des personnages, qu'ils soient des gentils ou des vilains. Des scènes inédites, des sketchs, bref, c'est un petit guide comme on aime les avoir quand on a aimé une série. Ah, puis quelques petits bonus avec des histoires gag, un petit peu comme on avait vu dans la version gag manga de Promised Neverland qui était sortie il y a quelques temps. Donc c'est Mystic Code, qui est donc le tome 0 de Promised Neverland, The Secret Bible, le nouveau guide. Et cette fois, on va passer dans quelque chose de beaucoup plus rétro. Alors, on est chez Rumiko Takahashi, la reine du shonen. Ça s'appelle Mermaid Forest. C'est une réédition d'une de ses premières œuvres. Et d'ailleurs, ça se voit. On voit que le style est quand même beaucoup plus rétro que ce qu'on peut trouver dans Ranma, dans Maison Ikoku, ou dans, évidemment, ses œuvres plus récentes, comme Mao, par exemple. Dans Mermaid Saga, alors je vais vous montrer un peu les dessins, vous allez voir que on retrouve le style Rumiko Takahashi, mais comme je vous disais, ce côté rétro donne un petit côté Tezuka aussi. On voit qu'elle était fortement influencée par Tezuka, comme tous les auteurs de l'époque et comme encore beaucoup d'auteurs aujourd'hui. Et donc c'est sûr que la lecture est un petit peu moins fluide que dans toutes les œuvres qui ont été faites après. Faut un petit peu plus s'accrocher à la lecture, puis c'est quand même un gros pavé. Dans Mermaid Saga, on est dans un monde où les sirènes constituent le symbole de l'immortalité. Et donc manger de la viande de sirène conférerait l'immortalité à celui qui la consomme. Alors tout le monde recherche les sirènes et les chasse pour les manger. Personne ne sait si c'est vrai ou si ce n'est qu'une légende. Et notre héros dans sa jeunesse va être amené à manger de la viande de sirène, puis effectivement va devenir immortel. Et puis ce pauvre garçon souffre souvent parce qu'il se met beaucoup en danger. Et puis à chaque fois souffre le martyre pour finalement mourir, pour finalement renaître. Mais la renaissance n'annule pas la souffrance. Et donc il va se donner pour quête de recroiser un jour une sirène dans sa vie pour essayer de briser ce sort d'immortalité qui pour lui est plus une malédiction qu'autre chose. Alors c'est quand même un manga assez violent par rapport à ce que Rumiko Takahashi fait. Il y a toujours cette espèce de... Quand on lit des œuvres de Takahashi, il y a toujours cette espèce d'innocence où les monstres, ils font peur, mais en même temps ils sont un peu mignons, puis on a envie de dire « Oh, comme il est cute celui-là !» alors qu'il a comme 3 yeux, puis qu'il est en train de baver du sang. Dans Mermaid Forest, on a moins ce côté innocent. C'est quand même beaucoup plus cru, plus adulte que ce qu'on a pu voir sur d'autres œuvres. Mais comme je le disais, beaucoup plus rétro aussi, donc avec un style quand même particulier, autant au niveau des dessins, comme vous pouvez le voir depuis tantôt, mais aussi au niveau de la façon dont le scénario est découpé, puisque évidemment les choses ont évolué de nos jours. Donc quand même évidemment un immense classique incontournable. Rumiko Takahashi, c'est un peu la maman de toutes les mangaka féminines qui font du shonen. C'était elle la première qui a réussi à avoir un succès à l'égal de ses homologues masculins, et donc pour ça elle a gagné énormément de reconnaissance depuis, et vraiment c'est un pur régal de lire ses œuvres. Donc c'est Mermaid Saga. Alors j'ai une encyclopédie ici. Ça s'appelle l'encyclopédie des animés, puis c'est vraiment présenté sous la forme d'un dictionnaire, et que ça reprend en fait le listing de toutes les animés de 1963 à 1979. Alors pourquoi seulement jusqu'à 1979 ? Tout simplement parce que c'est le volume 1, donc les autres volumes vont couvrir d'autres années de production de Japanimation. Fait que c'est vraiment comme un dictionnaire, hein, comme vous le voyez. Il n'y a pas forcément d'étapes explicatives ou de chapitres différents. C'est vraiment uniquement, tiens,
je suis tombée sur une bonne page quand même, Goldorak, Grandizer, avec le titre, des petites pastilles pour dire un petit peu le type d'animé que c'est, les infos techniques, l'histoire, puis quelques explications et puis quelques visuels. Donc c'est très régressif, hein, je dois dire. Hein. On regarde ça puis on est comme ah ça j'aimais ça, ah puis ça. Fait que c'est quand même cool. Les encyclopédies des animés, donc c'est le volume 1 de 1963 à 1979. Et je passe sur du shoujo. Ça s'appelle Entre les lignes, on est chez Kana, dans le label Life qu'ils ont créé l'année dernière, qui est un beau label qui est aussi un petit peu entre josei, seinen tranche de vie et shoujo. Ici on est vraiment plus dans le josei. Alors on suit une femme qui est écrivain ou dessinatrice de manga, on ne sait pas trop, probablement plus écrivain. On sait qu'elle travaille à sa table, qu'elle produit des œuvres artistiques, on ne sait pas exactement quoi, mais on sait qu'elle écrit des histoires. Et cette femme est une solitaire. Déjà, elle a un physique assez particulier, elle est un peu masculine, elle est quand même très grande, très carrée d'épaules, elle aime pas forcément se maquiller ou se féminiser, puis c'est un peu un ours, hein. Elle vit dans sa caverne, puis elle sort pas. C'est pas une hikikomori là, mais elle aime ça être solitaire, puis elle aime ça être dans sa maison, puis pas trop se faire déranger. Et puis un jour, sa sœur va décéder, lui laissant sur les bras sa fille d'une quinzaine d'années, et étant sa seule famille, ben, elle va recueillir cette adolescente chez elle pour s'occuper d'elle. C'est donc la jeune fille qui est ici. Mais bon, notre héroïne n'a pas très envie de vivre avec une adolescente, c'est pas son style, elle voulait pas forcément avoir d'enfant. Elle n'a pas un caractère de japonaise classique, quoi. Et ben donc la cohabitation va débuter un petit peu dans le stress de chacun des deux bords, elles se connaissent pas, elles se saisent, puis finalement une relation d'attachement va se développer et ben, chacune vont apporter l'une à l'autre, puisque la jeune fille est très, très dynamique, elle aime ça avoir une belle maison bien rangée, elle aime ça faire des petits plats cuisinés, faire le ménage, fait qu'elle va s'occuper finalement de sa tante, et puis notre héroïne, elle va apprendre un peu à sortir de sa coquille pour puis aller vers les autres, à avoir quelqu'un à s'occuper plutôt que de faire que s'occuper d'elle-même toujours. Donc une super jolie relation qui est à double sens, qui est sans animosité. J'aime beaucoup parce que c'est toujours, ben, même quand ça se passe mal, ben, on trouve des solutions, puis il y a de l'amour familial là-dedans, puis c'est très très beau. Donc c'est Entre les lignes. Et je passe sur un livre de la collection Kuro Savoir de chez Kurokawa. Alors c'est Émile ou de l'éducation par Jean-Jacques Rousseau. Donc la collection Kuro Savoir reprend des classiques de la littérature ou surtout de la philosophie en fait, pour les adapter en manga pour un public plus jeune ou des fois plus âgé aussi. Quand ils avaient fait Crime et Châtiment, c'était quand même assez intense. C'était quand même un manuel d'éducation hein, que Rousseau avait écrit ici, donc ça s'adresse pas forcément aux enfants, mais c'est écrit de manière à ce que même un enfant ou un ado puisse le lire et apprécier ça. J'aime beaucoup cette collection parce que ils vont prendre des concepts philosophiques complexes, les expliquer de façon simplifiée, puis surtout les mettre en application pour qu'on comprenne comment ça s'applique dans la vraie vie finalement. Alors on a des personnages qui vont être confrontés à des situations qui vont appliquer ça. Puis c'est toujours fait de façon dynamique pour que ce soit pas comme moralisateur. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Alors ici on va suivre un homme d'une trentaine d'années qui est précepteur pour des familles nobles, et puis qui un jour va trouver un berceau avec un bébé abandonné devant sa maison. Et qui va donc se sentir responsable d'élever cet enfant, et il va élever son fils qu'il appelle Émile, et il va un petit peu quitter son travail professionnel de précepteur pour s'attacher à élever son fils de la meilleure manière qui soit, puis écrire un manuel d'éducation par rapport à ça. Alors c'est quand même assez intéressant parce que ça date quand même d'il y a plusieurs siècles, puis on se rend compte que finalement les principes qu'il applique, ben, on pourrait encore les appliquer nous aujourd'hui. On va suivre Émile qui grandit, qui devient un homme, qui à son tour va devenir un éducateur, qui va avoir une vie pleine et riche et bien remplie grâce à l'éducation de son père. Vraiment une super belle œuvre, très très bien adaptée. Et voilà, qui, comme je disais, c'est dynamique et ça donne envie de le lire, et c'est pas juste un manuel d'éducation qu'on se dit bah de toute façon moi j'ai pas d'enfant, je m'en fous. Non, c'est vraiment intéressant pour vrai. Donc c'est Émile ou de l'éducation chez Kuro Savoir. Et
je vous invite au voyage avec ce livre qui s'appelle Bienvenue au Japon, mon voyage au pays des mangas. C'est un livre quand même qui s'adresse à un public plutôt jeunesse et qui va en fait parler de certains concepts japonais purement. Fait que, il va y avoir des zooms en fait page par page, ou plutôt double page par double page sur certaines choses. Fait que là c'est les mangas et les animés évidemment. Et puis sinon on va retrouver, je sais pas moi, par exemple histoire et culture de Tokyo. On va retrouver les arts martiaux, ou les arts au sens large, les divertissements au port de, je sais pas quel port, peut-être de Kobe, le passé, le présent, le futur du Japon. Donc c'est un super beau livre, c'est très bien illustré, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très beau les illustrations. Moi j'adore, ça permet donc de faire découvrir cette fascinante culture japonaise aux enfants. Donc c'est Bienvenue au Japon. Et j'ai encore d'autres rééditions, beaucoup de rééditions, hein, en ce moment on le sait, les choses plus anciennes qui vont reprendre vie, ça plaît énormément. Alors réédition de deux Jiro Taniguchi que sont Le Journal de mon père et L'Homme qui marche. Des formats très différents de ce qu'on avait vu auparavant, vraiment des super beaux formats avec une couverture cartonnée qui est un petit peu fragile, hein. Si vous êtes des collectionneurs, faites-y attention parce que ça pardonne vraiment pas. C'est comme un espèce de carnet, de cahier dans lequel on écrirait son journal intime, et c'est ça que j'aime parce que c'est ça qui ressort des œuvres de Taniguchi, c'est que c'est des œuvres très intimistes, et donc ce côté un peu journal intime qu'on a dans la présentation de ces deux livres, elle passe très bien. Alors au niveau des histoires, je vous encourage à aller lire la chronique que mon collègue David a écrite sur Jiro Taniguchi. Je pense qu'elle est parue cette semaine ou la semaine dernière. C'est une super belle chronique, ça va vous donner envie de lire les œuvres de Taniguchi, c'est sûr. Alors je vous en parle brièvement, mais vous lirez mieux ça plus en détail dans la chronique. Donc on a L'Homme qui marche ici. Qui est un petit peu comme il avait fait dans Le Gourmet solitaire, très épisodique, où on voit un homme qui de temps en temps sort du bureau et se dit, veut essayer de profiter de la vie, découvrir sa ville autrement, et il va juste marcher dans des quartiers qu'il ne connaît pas et s'étonner et s'émerveiller de tout ce qu'il voit. Fait que c'est très contemplatif en fait. C'est un peu une ode au plaisir simple de la vie. Ah, il y a quelques pages en couleur à la fin que je vais pouvoir vous montrer. Des colorisations très délicates, hein, de la part de Jiro Taniguchi. C'est un auteur qui a énormément de goût, énormément de subtilité. Comme vous le voyez, dessins très différents, hein. C'est un auteur qui s'inspire énormément du trait franco-belge dans ses dessins. Donc ça donne des choses très différentes de ce qu'on voit d'habitude. Puis Le Journal de mon père, qui est un de ses plus connus. Alors encore une œuvre très intimiste, que les fans ont longtemps cru autobiographique parce qu'elle se passe dans la ville natale de Taniguchi, mais en fait pas du tout, c'est vraiment une œuvre de fiction. C'est un homme dont le père décède. Il l'apprend d'un coup de téléphone de sa sœur, puis il n'avait plus du tout de contact avec son père. Alors bon, là il va prendre l'avion, quitter Tokyo pour revenir dans cette petite ville de campagne natale pour assister aux funérailles. Puis au Japon, avant les funérailles officielles, il y a ce qu'on appelle une veillée funèbre. Toute la famille est dans une pièce avec le cercueil, puis des bougies, puis va veiller en fait sur le corps le temps qu'il soit enterré, incinéré ou whatever. Et donc en arrivant à cette veillée funèbre, il va retrouver des gens soit de sa famille, soit du village, de l'entourage direct de sa famille, qui sont là et qui eux sont restés proches de son père et proches de sa famille directe, alors que lui s'en est complètement émancipé et est parti à Tokyo pour vivre une autre vie. Et il va se rendre compte qu'il n'a jamais posé de questions à son père et qu'il ne connaît pas cet homme finalement, au-delà de l'aspect que c'est un parent. Il ne le connaît pas en tant qu'adulte, et donc les gens qui sont autour de lui, parce que la veillée funèbre est un petit peu trop arrosée, vont se mettre à délier leur langue et à parler du passé de son père, de sa mère. Il va découvrir quel genre de personne c'était. Fait que c'est vraiment cool parce qu'on va passer de la veillée funèbre au présent, où tout le monde est un peu saoul, à des épisodes de plongée dans le passé, où notre personnage principal va découvrir qui était vraiment sa famille. C'est très bien fait, c'est très émotionnel. Donc Le Journal de mon père et L'Homme qui marche également de Jiro Taniguchi.
J'ai 2 livres de dessin aujourd'hui qui sont parus, alors très très différents. Le shiny, flashy, mais dessin kawaii. Donc c'est tous des petits chibis qui sont tous dessinés de façon kawaii avec souvent de la bouffe, des objets dessinés de façon kawaii. Donc avec toutes les étapes pour les dessiner et éventuellement l'étape de colorisation à la fin. Bon, c'est le genre de livre qu'on reçoit quand même assez souvent. Lui, il a la particularité d'être quand même juste vraiment très très beau en fait. Puis ah tiens, voilà ce que ça peut donner à la fin. C'est quand même cool. Et ensuite mon autre livre de dessin que j'ai aujourd'hui, ça s'appelle Tout l'univers du manga au feutre. C'est assez différent, c'est quand même assez débutant. C'est des explications de comment est-ce qu'on peut coloriser un dessin. Fait que par exemple, on va prendre, je vais vous en montrer un, on va prendre ce dessin là, puis on va passer en revue toutes les étapes qu'il faut faire pour arriver à une colorisation avec autant de précision. Et qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Il y a quand même 16 étapes de colorisation. Et puis, comme c'est pas un livre c'est plus un livre pour apprendre à coloriser, mais pas à dessiner. Mais à la fin, vous avez des papiers calques qui vous permettent de ne pas dessiner vous-même le dessin, mais si vous voulez le dessiner, vous pouvez le dessiner. Voilà, vous avez le dessin comme ça. Puis tout à la fin aussi, vous avez des planches de BD, des cases, que vous pouvez remplir pour construire votre propre BD. Ce que je trouve assez incohérent, parce que d'abord on fait quelque chose d'assez simple, qui est de la colorisation. Je vais dire simple, et les artistes vont me dire, qu'est-ce que tu dis, c'est pas simple du tout, mais disons qu'on peut commencer en étant débutant, puis ensuite on vous donne des cases, puis vas-y dessine ta BD, mais bon, vous n'avez pas encore appris à dessiner, fait que pas forcément très cohérent comme livre. Allez, je reviens dans le manga avec Blue Swan Hospital, qui est un shoujo, vraiment 100% axé sur les sentiments, un petit peu fleur bleue, un peu trop fleur bleue on va dire. Alors ça ne vient pas du Japon, hein, c'est dessiné par une auteure italienne. Vous allez voir que le style est quand même différent du manga, du manga purement japonais. On retrouve ce côté très européen. Ça se passe dans le milieu de la santé, avec une étudiante en médecine, une interne, qui va découvrir finalement le monde de l'hôpital lors de son internat, et puis évidemment tous les beaux et jeunes médecins qui se trouvent dans l'hôpital et qui ne demandent qu'une chose au-delà de leurs heures de travail, c'est de rencontrer des petites jeunes, soit infirmières, soit médecins en internat, pour avoir du fun. Fait que multiplier les aventures et s'éclater à côté de travailler dans le milieu de la santé. Je vous avoue que c'est assez léger, c'est un peu difficile à lire parce que c'est léger et en même temps c'est lourd à lire, c'est trop long, il s'y passe pas grand chose. C'est une espèce de multiplication de beaux gars devant les yeux de notre héroïne qui est assez timide. Et ça fait un petit peu style harem, mais pas forcément très palpitant, je dois dire. Donc c'est Blue Swan Hospital. Et je continue avec un super beau livre pour enfants, ça s'appelle Coco l'île magique. Et c'est par l'auteur de Roji. Vous avez peut-être, si vous avez offert des livres à des enfants, ou si vous avez des enfants vous-même, vous avez probablement, on vous a probablement déjà parlé de Roji parce que c'est un de nos livres préférés en boutique pour les enfants. Alors Coco l'île magique, on est vraiment publié dans le sens occidental parce que ça s'adresse aux plus petits, et puis en couleur également pour que ce soit un peu plus le fun pour eux à lire. Alors j'aime beaucoup l'île parce qu'elle me fait penser aux îles de la Madeleine. Elle est un petit peu plus en forme de lune, mais ça fait presque le hameçon des îles de la Madeleine, je trouve ça quand même cute. Et donc dans cette île, toutes les habitants ont des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques, ils les utilisent comme une source de carburant. Pour la vie de tous les jours, pour faire fonctionner les électros, les autos, vraiment comme un carburant finalement, et pas plus que ça. Et puis notre héroïne, elle s'appelle donc Coco. Elle a un problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle essaye d'utiliser sa magie, elle provoque des catastrophes. Jusqu'au jour où un personnage, ce personnage assez mystérieux qui dit venir d'une autre planète, se présente et est très intéressé par les pouvoirs de Coco. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressé par elle? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, la jeune Coco? Mais on va le savoir en lisant l'île magique. Donc c'est très très cute, c'est vraiment une aventure qui se suit sur quelques volumes. Il y a du suspense, il y a des personnages qui sont super attachants, super adorables. Un personnage, donc une espèce d'alien en forme de chat là, qui
qui paraît toujours un peu ambivalent. On ne sait pas trop si finalement il va se révéler être un vilain ou est-ce qu'il a des bonnes intentions. On ne sait pas vraiment. Et qu'il y a ce côté suspense là dans un univers qui est très bien développé avec très très jolie histoire. Coco, l'île magique. Et je continue avec le superbe Léviathan qu'on attendait depuis longtemps, je dois dire, depuis qu'on avait eu un extrait où on était comme oh my god, c'est magnifique. Alors vous allez voir que les dessins sont vraiment splendides. Ça commence avec quelques pages en couleur qui sont assez différentes du reste du style en fait. Et puis ensuite on va passer sur le style voilà, que vous allez retrouver dans le reste du livre. Regardez le nombre de détails qu'il y a dans chaque dessin, c'est juste assez incroyable. Alors Léviathan, on est à la croisée des chemins entre de la sci-fi et du survival. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez me dire, on suit en fait des pilleurs de vaisseaux spatiaux. Avec ces pilleurs vont tomber sur ce vaisseau qui s'appelle le Léviathan. Et puis ils vont trouver un journal qui va leur expliquer que, en fait une news de l'époque qui explique que ce vaisseau avait mystérieusement disparu lors d'un voyage interstellaire, que personne ne l'a jamais retrouvé, que personne ne sait vraiment ce qui est arrivé aux passagers, mais évidemment on se doute qu'ils sont tous morts, et qu'il y a une grosse prime qui court pour quiconque retrouvera le Léviathan. Donc très intriguant comme premier volume, on a envie d'en savoir plus, le dessin est complètement amazing, et puis il y a cette espèce de basculement entre le passé, le présent, nos pilleurs de tombes et nos naufragés. Fait qu'on sait qu'il y a eu un survivant, potentiellement, mais on ne sait absolument pas qui c'est. Et puis on va découvrir chaque personnage les uns après les autres. On est vraiment plus en seinen, donc il n'y a pas forcément une présentation des personnages au début, ce qu'on regrette un petit peu parce que finalement on voit plein de personnages mourir sans avoir eu le temps de les connaître et sans avoir eu le temps de s'y attacher. Mais au fur et à mesure que le nombre de personnages va se réduire, c'est là qu'on va commencer à connaître un peu mieux nos personnages et ceux qui sont les plus importants. Donc, gros suspense, grosse ambiance très angoissante, c'est Léviathan. Le dernier livre que je présente aujourd'hui très rapidement, c'est un livre de cuisine, s'appelle Le Grand Livre de la Cuisine Asiatique. Super beau livre, hein, magnifique, vraiment à mettre dans votre bibliothèque, clairement. Puis c'est un livre qui reprend des recettes de plein de pays asiatiques, alors du Japon et autres, voilà, les yakitori, ou voilà, une recette, bon, ça c'est les poissons. Vous avez... Ah, je tombe que sur les chapitres, mon dieu. Recettes coréennes également, des nouilles aux légumes et au bœuf. Bref, des jolies recettes de cuisine si vous avez envie de cuisiner asiatique. Et c'est donc ce qui va conclure mon vidéo d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je termine toujours la vidéo par mes tops et mes flops. Et je sais que c'est le moment que vous préférez. Vous savez aussi que je ne mets jamais dans mes tops les rééditions de grands classiques. Parce que sinon, c'est sûr que... Pas forcément c'est des classiques, hein. S'ils ont traversé les âges, c'est pas pour rien. Donc je vais éviter Rumiko Takahashi, puis je vais éviter les deux œuvres de Jiro Taniguchi parce que ce serait pas faire pour les autres. Alors mon flop aujourd'hui c'est Gantz E. Comme je l'ai dit, je trouve que le scénario est beaucoup trop redit. On reprend exactement les mêmes éléments que dans la série originale, mais en moins bien fait. Fait que pourquoi si vous voulez découvrir Gantz, lisez le premier Gantz, puis là vous allez vous éclater. Puis mon top de la semaine c'est Léviathan, parce que comme je l'ai dit, hein, il y a le suspense, il y a l'ambiance qui est très pesante, il y a les dessins qui sont vraiment sa coche, ce côté du basculement entre le passé et le présent qui est très bien fait. Vraiment une super belle œuvre à découvrir, Léviathan. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Sachez que je sors une vidéo de nouveautés comme celle-ci chaque semaine, donc ça vous présente vraiment toutes les sorties qu'il y a dans l'univers du manga ou de la pop culture japonaise. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu et surtout n'hésitez pas à partager, à me dire si vous avez aimé, pas aimé la vidéo, puis surtout les mangas, lesquels vous avez aimé, lesquels vous n'avez pas aimé. Partagez-moi vos coups de cœur, vos flops, j'aime vraiment beaucoup ça. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.